Merci Benjamin, merci Clara, merci tout d'abord de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Bon, à vrai dire, je n'étais pas vraiment sûre au départ de la pertinence de ma contribution au débat, car par rapport au sujet global du séminaire, car en fait, même si bon, une bonne partie de mes travaux de recherche, à commencer par ma thèse, mais pas seulement, porte sur la réception de l'Antiquité, en fait, je ne suis pas réellement en situation d'enseigner ces aspects-là, mis à part de façon assez ponctuelle. J'ai plutôt en charge, et je vois que plusieurs anciens étudiants sont, sont présents ici, donc vous le savez, j'ai plutôt en charge des cours assez classiques, hein, c'est le cas de le dire, sur des corpus eux aussi classiques et sur l'apprentissage de la langue, puisque j'enseigne, donc, comme vous l'avez rappelé, à l'ENS de Lyon. Et pourtant, il me semble que même sans axer mes cours vraiment sur la réception de l'Antiquité, le fait d'avoir conscience que notre cours est lui aussi un engagement renouvelé avec l'Antiquité, un engagement historiquement, socialement, culturellement situé, ce qui n'enlève rien à sa valeur. Donc le fait d'avoir conscience de ça induit, à mon sens, des variations légères mais sensibles et je pense fondamentales dans la manière de se nourrir de cette matière classique. Voilà, donc c'est un peu, je pense, que je pourrais essayer de développer ici. Et je crois que ce qui a intéressé Clara et Benjamin dans mes travaux récents, c'est la réflexion que j'ai initiée avec quelques collègues autour des études postcoloniales, et plus exactement des interactions de ces études postcoloniales avec les sciences de l'Antiquité, de leurs points de convergence, de leurs points de friction. Il se trouve donc que la première journée d'études que nous avons organisée à ce sujet, vous l'avez rappelé, donc Antiquité classique et postcolonialisme, à l'ENS de Lyon, avec Anne-Sophie Noël, qui est maîtresse de conférence en littérature grecque, et Claire Fauchon-Clodon, qui est maîtresse de conférence en histoire ancienne, donc le 12 février dernier. Cette journée d'études a été suivie de peu par les déclarations de Frédérique Vidal, qui était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur l'islamo-gauchisme, qui, je cite, était censé gangréner la société dans son ensemble, et l'université n'est pas imperméable. Bon, nous n'avons pas la prétention d'avoir déclenché ces attaques, mais cela montre en tout cas que ce sujet était d'actualité. Donc voilà, ce que je peux vous proposer, c'est un pas de côté, une réflexion un peu plus générale, et vous m'en excuserez peut-être un peu embryonnaire ou floue sur ces enjeux-là, en prenant pour point de départ des éléments de la polémique récente, un peu retombés, certes, mais pas réellement soldés, autour des attaques de l'islamo-gauchisme ou du wokisme contre les études classiques et plus généralement contre l'université française, voire contre la science elle-même et l'Occident dans son ensemble. Voilà, donc je n'ai pas l'ambition d'apporter des réponses, ni de faire un historique exhaustif de la polémique, mais plutôt d'ouvrir des pistes de réflexion afin de laisser la place à un débat. Les questions seront donc, y a-t-il réellement un mouvement woke qui met en péril les études classiques, entendu au sens large, hein, comme science relative à l'Antiquité. Et bon, comme il me semble qu'il s'agit là, en France en tout cas, d'un clivage qui est assez fantasmé, hein, et monté en épingle, j'en profiterai quand même pour soulever des questions qui remontent à cette occasion-là, qui sont des questions, je pense, fondamentales, telles que la question de l'universalisme, donc à l'universel pour les cultures de l'Antiquité, la conception de l'Occident, ou encore la question de la frontière entre science et idéologie, ou idéologie et militantisme. C'est donc pas trop le temps d'aborder. Quelques jalons dans un premier temps dans cette polémique, alors sans visée exhaustive, hein, je le répète, je ne suis notamment pas très branchée sur Twitter, donc ce sera essentiellement des faits ou des propos relayés par les journaux. Un peu à l'origine de cette polémique, on cite souvent, mentionne souvent l'affaire des suppliantes en mars 2019. La question me semble légèrement différente, mais quelques mots quand même. On s'en souvient, la représentation des suppliantes d'Eschyle, mise en scène par Philippe Brunet, avait été empêchée, donc en mars 2019, par des représentations d'associations antiracistes, en raison de photos diffusées en amont qui montraient des membres du chœur de la pièce avec un maquillage noir, hein, ce qui a été mis en relation avec la pratique raciste et humiliante du blackface.
Donc la première représentation a été effectivement annulée, empêchée, mais après les dénégations de Philippe Brunet, le metteur en scène, et le remplacement de ce maquillage par des masques cuivrés, la représentation a finalement eu lieu à huis clos dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, lieu donc, institutionnel s'il en est, avec le soutien du ministre de la Culture, hein, Fiester, et de la ministre de l'ESR. Mais finalement, il me semble que dans ce cas-là, l'enjeu n'est pas tellement la question du rapport à l'Antiquité en tant que tel, que la question de la représentation du corps noir, ou plus généralement du corps racisé au théâtre. Et on peut dire finalement que le soupçon d'une menace woke contre les sciences de l'Antiquité est arrivé assez tard dans le paysage français, après avoir été un sujet de tension importante dans le champ des sciences sociales et des sciences politiques, où la question de la frontière entre idéologie et science est particulièrement brûlante. Il est significatif que ce qui est mis en quelque sorte le feu aux poudres, ce soit un événement qui a eu lieu aux États-Unis. C'est significatif parce que nous le verrons, la question du rapport aux modèles anglo-saxons et particulièrement américains est au cœur du débat. Il s'agit donc du cas d'Anel Padilla Peralta et de l'affaire de Princeton. Donc, dans les grandes lignes, hein, le 2 février 2021, dans le New York Times, paraît un article intitulé He wants to save classics from whiteness, can the field survive? Donc, il veut sauver les lettres classiques de la blanchité. Est-ce que le chant peut survivre? Par Rachel Foster. Il s'agit d'un long portrait de Daniel Padilla Peralta, qui est professeur d'histoire romaine à Princeton. Donc, c'est un homme qui est né en République dominicaine, qui est descendant d'esclaves, longtemps sans papier aux États-Unis. Et il est donc arrivé à ce poste aussi hautement prestigieux dans une université de l'Ivy League, au terme d'un parcours qu'il a décrit longuement dans un ouvrage autobiographique et qu'il reprend dans les grandes lignes dans cet article. Il parle notamment des tensions qui ont été générées en lui par le décalage entre le sentiment de s'être approprié un truc de blanc, blanquito stuff, et d'avoir été approprié, si je puis dire, par cette discipline. Il dénonce en particulier le fait que la culture classique a été utilisée depuis des siècles pour asseoir une domination, des dominations, hein, des blancs sur les noirs, de l'Occident sur le reste du monde, etc., par l'affirmation de la supériorité d'Athènes et de Rome sur le reste du monde, et par l'affirmation d'un héritage propre justement aux Occidentaux. Padilla Peralta dénonce également la perpétuation de ces rapports de domination au sein de la discipline, et même de façon radicale via la discipline, par son caractère élitiste, par la survalorisation des objets traditionnels, hein, les textes canoniques, les objets représentant d'une élite masculine et des centres politiques, par rapport à ce que l'on peut savoir de l'immense majorité des populations antiques, les femmes, les esclaves, les pauvres, et par rapport au système d'interpénétration et d'influence réciproque entre les différentes civilisations de l'Antiquité. Daniel Padilla Peralta représente une position extrême que l'on peut contester dans bien des points, qui s'explique par le parcours personnel de cet outsider qui porte un regard décentré et critique sur la discipline. Cette position s'explique par cela, je ne dis pas ça comme une excuse, il faudrait peut-être plutôt dire elle témoigne de cela, elle témoigne en tout cas de l'inconfort suscité chez quelqu'un qui ne s'identifie pas naturellement, et je mets à cet adverbe tous les guillemets imaginables, à un héritier de la Grèce et de Rome, par la manière dont on considère cette antiquité gréco-romaine. Sachant par ailleurs que Daniel Padilla Peralta a été la cible de messages agressifs et racistes à la suite d'un incident intervenu quelque temps plus tôt, lors du congrès de la Society of Classical Studies, où une personne de l'assistance l'avait accusé en fait, de mordre la main qu'il avait nourrie, pour ainsi dire, et avait insinué qu'il devait peut-être son poste à la couleur de sa peau plus qu'à son mérite. Cet article a suscité beaucoup d'émotions aux États-Unis, où la question des identity politics, donc des politiques de l'identité, est au cœur vraiment de l'actualité. Et il s'est joint au fait qu'en mai de la même année 2021, cette même université de Princeton a effectué un changement dans le curriculum des classics en supprimant l'obligation d'avoir fait du latin et du grec avant d'entrer dans le parcours,
et en supprimant également l'obligation de prendre des cours de latin ou de grec pendant le cursus. L'ensemble de la communauté internationale des lettres classiques s'est ému de ce changement, qui a été célébré par les uns en tant qu'ouverture de la discipline et décrié évidemment par les autres comme un nivellement par le bas, avec des positions souvent très tranchées, assez simplistes, qui ne rendent pas forcément compte du contexte et de la complexité des problématiques. En France, c'est un article, me semble-t-il, qui a lancé le débat, un article du Figaro, paru le 11 mars 2021. Il faut noter au passage que la plupart des interventions médiatiques à ce sujet sont le fait de la presse de droite, le Figaro, Le Point en première ligne. Donc cet article est rédigé par un certain Raphaël Dohan, je pense qu'on prononce comme ça, qui est un trentenaire, un ancien de l'ENS d'Ulm et de l'ENA, un agrégé de classique, qui est désormais magistrat, si mes informations sont correctes, au tribunal administratif de Paris et qui a été l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment un Que sais-je sur le siècle d'Auguste, qu'il défend comme siècle d'or et moment unique dans l'histoire. L'article lui-même, qui est intitulé « Ces historiens de l'Antiquité qui haïssent l'Antiquité », est un patchwork de citations tronquées de l'article du New York Times. L'auteur y tourne en dérision les questions posées au nom, globalement, de la haine de soi et de l'évidence d'un héritage admirable à protéger. On notera d'ailleurs qu'au vu de l'adresse URL de l'article, l'auteur, ou peut-être plutôt la rédaction, a décidé de changer le titre initial, qui était « Non, l'Antiquité n'était pas raciste ». Peut-être qu'ils se sont rendus compte au passage que la question était plus complexe qu'il n'y paraît. Entre parenthèses, en comparant explicitement les universitaires américains dont il parle, et en premier lieu Dan Elpadia Peralta, à des incendiaires et à des barbares wisigoths, Raphaël Dohan perpétue le stéréotype raciste qui dépeint les Noirs comme des êtres agressifs, violents, constituant une menace pour la société occidentale, réfractaire aux bienfaits de la civilisation et ingrats. Ce faisant, il donne un peu raison à ceux qui l'entendent condamner, et je doute qu'aucune personne de couleur se sente davantage bienvenue dans les études classiques après avoir lu l'article en question. Mais ce n'était certainement pas le but de son auteur. De façon plus constructive, ou en tout cas plus mûrie et plus réfléchie, mais tout de même dans le sillage de cet article, il y a une tribune qui est parue le 21 mars, toujours 2021, toujours dans le Figaro, signée par une quarantaine de personnes, dont un grand nombre de maîtres de conférences et de professeurs de lettres classiques, certains extrêmement dans des institutions tout à fait bien placées. Cette tribune s'intitule « Effacer l'Antiquité de notre culture, c'est renier l'humanisme ». Je me permets d'en citer des passages assez longs pour montrer un peu la complexité ici du débat français. Alors, le chapeau, c'est « L'Antiquité gréco-latine, son étude et son héritage sont gravement mis en cause dans les pays occidentaux. Il est crucial pour notre avenir de les défendre. L'étude de l'Antiquité est nocive. Voilà ce qu'affirment aujourd'hui des professeurs d'histoire de l'Antiquité, de latin et de grec dans certaines universités américaines. Un mouvement parti de Stanford est en effet en train de remettre en cause l'existence de ces disciplines, les classiques, sur les campus, au motif qu'elles imposeraient dans l'éducation un suprémacisme blanc d'inspiration néocoloniale, avec une référence à l'article de Raphaël Dohan précédemment cité. S'ajoute à cela qu'en France, un débat naît sur l'abandon par les musées nationaux des chiffres romains dans les cartels d'exposition, car le public est supposé ne pas ou ne plus savoir les lire. Au lieu d'apprendre les chiffres romains, supprimons-les. Ça, c'est un peu annexe. Plus intéressant pour nous. Les auteurs grecs et latins, esclavagistes et hostiles aux barbares, étaient donc racistes, conservateurs, guerriers, impérialistes et misogynes. Ce n'est pas entièrement faux, mais ils sont loin d'être les seuls dans l'histoire, et cela ne justifie nullement qu'on les efface, sans faire l'effort de contextualiser ces positionnements, de les comprendre dans le cadre qui était le leur et non le nôtre. Je passe. Si l'on efface Athènes et Rome de l'histoire des hommes, c'est la raison, avec un grand R, que l'on ostracise, le logos grec et la loi, avec un grand L, que l'on bannit, les codes juridiques romains.
C'est Platon que l'on assassine et la notion d'équité inventée par Rome que l'on foule aux pieds. Laissons-la côté de la foi, Jérusalem de côté pour l'instant, si la chose était possible, ce dont on doute. Le plus important nous paraît que le martelage de l'Antiquité, effacer des mémoires comme l'effigie des proscrits à Rome, est un tragique embargo sur la mémoire et un refus d'espérance, une négation pure et simple de l'avenir. Tout faire pour organiser l'amnésie du passé supprime tout espoir pour demain. Je passe encore sur un long passage. D'ailleurs, le poète comique Terence, qui a été esclave au IIe siècle avant notre ère, était né à Carthage, tout comme le premier auteur chrétien de la langue latine, Tertullien, au IIe siècle après Jésus-Christ. L'empereur Septime Sévère, qui était quant à lui natif de Lepsis Magna en Tripolitaine, la Libye actuelle, avait la peau foncée. Apulée, qui était romancier et philosophe, avait sa statue à Amador, aujourd'hui Mdaourouch en Algérie, sa patrie, dans la province romaine d'Afrique proconsulaire, la même où saint Augustin fit ses premières études, etc. Bon. L'Antiquité avait fait de la Méditerranée un lac intérieur dont les rives unissaient l'Europe à l'Afrique et l'Asie, dans un monde que les anciens concevaient comme une entité tripartite, mais intégrée. Est-ce à la vieille Europe, fille de l'Antique, qu'en veulent les fossoyeurs paranoïdes américains? Est-ce au christianisme? Est-ce à cette culture à laquelle ils ne sont pourtant pas étrangers? Pour l'historien, supprimer le passé équivaut à une épuration. Rien ne sert de le nier et le mieux connaître est une ardente démarche de la conscience. Celles et ceux qui font profession d'enseigner l'Antiquité à des étudiants de tout âge ne sont pas que des conservateurs. Leur métier repose sur la transmission qui est le contraire de l'oubli d'une Antiquité dont notre présent est fondamentalement redevable pour des raisons tant bonnes que mauvaises. Il ne s'agit en rien d'accréditer l'esclavage ou des aspects misogynes. La cancel culture, en voulant annuler l'Antiquité, gomme une période qui, jusqu'au IVe siècle, admettait l'homosexualité. On remarquera que le terme woke n'apparaissait pas encore, c'est ce qui a remplacé récemment l'islamo-gauchisme après l'échec de cette formule. Cette tribune, les passages que j'ai cités me paraissent intéressantes en tout cas parce qu'elle, à la fois, elle reprend en fait et elle valide les critiques formulées, notamment la question de l'ouverture de l'Antiquité classique à l'ensemble de la Méditerranée, et en même temps, elle semble leur dénier toute légitimité. En fait, la crainte principale, la peur principale qui ressort, c'est cette fameuse expression de cancel culture, qui serait ici l'idée d'une disparition, d'un effacement de la mémoire, d'un effacement des corpus. Et c'est à la fois une manière d'en faire ce mot anglais, d'en faire un épouvantail un peu vague, sans contenu très précis, et de jouer sur un anti-américanisme très répandu. Alors, je suis loin de balayer d'un revers de main les prises de position ici défendues. Et je profite en fait un peu de ce séminaire et de vous, public, pour poser une vraie question qui est très sérieuse et à laquelle je porte vraiment beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il y a ici, vous me répondrez bien sûr plus tard pendant la discussion, des personnes qui ont renoncé d'elles-mêmes à travailler ou à qui on a demandé de ne pas travailler sur Virgile, sur Homère, sur Juvénal, au motif qu'ils appartenaient à une culture esclavagiste et misogyne. Personnellement, je ne me connais pas. En revanche, je connais des gens, et beaucoup, dont moi-même, qui ne sont pas aveugles à ces aspects-là et qui finalement les utilisent pour approfondir leur compréhension du texte. Et qui, surtout, ayant pensé la chose en amont, ne s'en effarouchent pas si on leur pose la question pendant un cours, voire l'interrogent spontanément. On notera aussi le vocable d'humanisme qui revient comme universalisme très souvent dans ce genre de confrontation de positions. Dans mon petit panorama, là, je passe sur un certain nombre de fils Twitter qui ont été analysés de manière assez drôle par Titu Lecoq dans un article de Slate intitulé « Trembler, les woke veulent interdire le latin et le grec ». Mais bon, sans tenir compte de tout cela, parce que finalement, ce sont un peu des épiphénomènes, il y a un autre moment intéressant. Au mois de novembre dernier, c'est le moment où Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation nationale, a annoncé le lancement d'un plan européen pour la promotion de l'enseignement du latin et du grec,
qu'il a co-signé, il a co-signé à ce moment-là avec ses homologues français, avec ses homologues italiens, chypriotes et grecs, une déclaration conjointe des ministres européens chargés de l'éducation visant à renforcer la coopération européenne autour du latin et du grec ancien. Bon, j'ai lu cette déclaration conjointe, il n'y a finalement dedans rien que de très consensuel, et certains même diront très progressiste, toujours dans cette idée d'une antiquité méditerranéenne faite de métissage et d'interaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'entretien qu'il a accordé au Point à ce moment-là, il fait le lien, donc Jean-Michel Blanquer fait le lien entre cette promotion du latin et du grec et les attaques des woke à leur encontre, comme si cette déclaration venait répondre et protéger le latin et le grec des attaques des woke. Il affirme à ce moment-là que plaquer des catégories et une vision du monde contemporaine sur des écrits datant de 2 millénaires est d'une absurdité abyssale, ce sont ces mots. Et je cite encore, « Ce que nous ont apporté ces civilisations, c'est précisément une ouverture et une recherche d'universel. » Universel, donc voilà le grand mot lâché. C'est finalement là, à mon sens, le cœur du problème. Les cultures de l'Antiquité sont-elles universelles ? Si oui, de quel universel parle-t-on ? Et sont-elles, in fine, plus universelles que d'autres ? D'autre part, on se demandera peut-être aussi en quoi il est d'une absurdité abyssale de réfléchir avec nos propres catégories sur des écrits datant de 2 millénaires, et comment faire autrement, et pourquoi, au contraire, ce ne serait pas fructueux, à condition de le faire, bien entendu, de façon critique. On pourrait reparler également, si vous le souhaitez, du fameux colloque dit de la Sorbonne, qui a eu lieu en janvier dernier, intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture », qui a été organisé par le Collège de philosophie et l'Observatoire du décolonialisme. C'est un peu éloigné, la thématique n'était pas directement liée à l'Antiquité, donc je n'en m'étale pas dessus, mais finalement beaucoup de questions se rejoignent. Voilà, donc après ce panorama un peu global, plusieurs remarques qui me viennent à cette occasion. Alors tout d'abord, peut-être un petit détour du côté des études postcoloniales, parce que c'est un peu mon sujet du moment, en perspective avec l'évolution institutionnelle et épistémologique des sciences de l'Antiquité. Donc en quelques mots, les études postcoloniales qui ont connu un essor considérable aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon en général depuis le début des années 90 sont un champ transdisciplinaire qui est extrêmement pluriel et qui échappe volontairement à une définition simplificatrice et définitive. Mais pour résumer quelques lignes de force, le point d'origine et de convergence des postcolonial studies serait la volonté de mettre en lumière et de déconstruire, et non pas de détruire, c'est la traduction du concept d'Abbau chez Heidegger, donc de déconstruire ces structures conscientes ou inconscientes qui posent une civilisation occidentale, quelle que soit la définition que l'on donne à ce mot, dans une position centrale et dominante par rapport au reste du monde. L'ouvrage fondateur, c'est bien sûr celui d'Edward Said, Orientalism, qui se proposait de déconstruire la manière dont, par le biais d'un ensemble de discours savants, des puissances impérialistes et capitalistes, donc cet Occident eurocentrique, ont créé une représentation des colonisés, donc de l'ailleurs de l'Europe. Ces représentations, selon lui, étaient à la fois fantasmées et réductrices et permettaient d'asseoir un pouvoir, une hégémonie, selon le terme de Michel Foucault. On peut finalement définir les études postcoloniales comme la critique de cet ouvrage fondateur de orientalisme, qui est un peu la source de et qui a été remis en question, contesté, développé de différentes manières. Dans postcolonial ou dans postcolonialisme, il ne faut pas se fier au post, puisque ce préfixe semble indiquer que les indépendances auraient marqué la fin d'une époque coloniale, et partant du colonialisme en tant qu'idéologie et que système, alors que précisément tout l'enjeu est de souligner la persistance des rapports de domination, que ce soit au sein des anciennes métropoles ou dans les anciennes colonies par rapport à leur ancienne métropole, ou plus largement dans le rapport de diverses parties du monde aux grandes puissances capitalistes.
Naturellement, cette démarche n'a pas été créée ex nihilo. Elle s'inscrit dans un faisceau d'évolution épistémologique plus large et notamment elle s'appuie de façon extensive sur des intellectuels français, en particulier Foucault, Deleuze, Derrida, hein, des écrivains et essayistes comme Frantz Fanon ou Albert Memmi, on a regroupé de façon un peu éclectique sous la catégorie de French Theory, théorie française. Et de ce point de vue-là, il est un peu étonnant que les études postcoloniales soient considérées en France comme une invention anglo-saxonne, quand d'autres considèrent qu'au contraire, en revenant dans le champ académique français, elle n'opère somme toute qu'un retour au pays natal. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour nous, en tant qu'antiquisants, c'est le fait que différents champs disciplinaires ont, sans attendre finalement de théorisation, mis en œuvre des remises en cause fondamentales et des changements de posture qui rejoignent ces questionnements. Et que les sciences de l'Antiquité, en particulier, ont été pionnières dans ces évolutions. Ainsi, l'anthropologie historique, hein, ce qu'on a appelé l'école de Paris, donc autour de Jean-Pierre Vernant, de Nicole Laureau, de Marcel Détienne, de Pierre Vidal-Naquet, hein, tous ces gens-là ont travaillé finalement à décoloniser l'histoire, et en particulier l'histoire des religions grecques, dès les années 60. Donc, la première invitation, si on veut, des études postcoloniales, c'est de s'interroger sur la définition même des études classiques. C'est une expression un peu désuète, hein, mais qui perdure, notamment dans le nom de la discipline des lettres classiques, hein, même si on remarquera que de façon révélatrice, cette étiquette de lettres classiques est très souvent remplacée par d'autres périphrases, hein, de plus en plus, en sciences de l'Antiquité, humanité, mondes anciens, etc. Pourquoi? Sans doute parce que l'adjectif classique implique une légitimité, conférée par la permanence de la transmission en Europe d'objets, de vestiges, de textes, qui ont été remarquablement préservés du fait qu'il y a toujours eu un intérêt pour le passé grec et romain, même si cet intérêt s'est manifesté de façon très diverse. Cette conjoncture induit le sentiment que ces objets ont été conservés parce qu'ils étaient intrinsèquement plus dignes de l'être, ce qui engendre l'idée d'une exception, d'une exceptionnalité, à l'image du miracle grec qui placerait la civilisation grecque et la civilisation romaine au-dessus des autres. Et c'est ainsi que la référence à l'Antiquité a contribué et contribue encore aujourd'hui à façonner la notion d'Occident et trop souvent à affirmer la supériorité et la domination de celui-ci. Mais nos disciplines, telles que nous les connaissons, ne sont en fait qu'une forme bien particulière de la relation à l'Antiquité. Leurs cadres ont été en grande partie modelés au XIXe siècle en Europe, la philologie allemande jouant en cela un rôle primordial. Et historiquement, l'émergence de ces champs disciplinaires appuyés sur des institutions visant professionnalisation et scientifisation du regard sur l'Antiquité est indubitablement liée à des cadres de domination. D'une part, parce qu'elle est menée par des élites. Si on devait brosser un portrait type de l'antiquisant du début du XXe siècle, ce serait un homme blanc, aisé, avec un capital socio-culturel considérable. Et d'autre part, parce qu'elle coïncide avec la constitution des empires coloniaux et l'apparition du concept d'État-nation. Le développement des études classiques est généralement allé de pair, on ne peut pas le nier, avec la revendication implicite d'un monopole de la relation à l'Antiquité. En particulier, dans les espaces colonisés, des savants européens se sont appropriés des vestiges étiquetés comme grecs ou romains, parfois d'ailleurs de façon un peu arbitraire ou abusive, en gommant toute forme d'agentivité des populations anciennes, au détriment de leur insertion dans le paysage des peuples colonisés, allant jusqu'à la spoliation. Et en conséquence, la relation des colonisés ou des ex-colonisés aux traces de ce passé s'est trouvée complexifiée. Mais si ces cadres disciplinaires perdurent et s'ils restreignent les manières autorisées, si on veut, d'aborder ce passé, en même temps, les relations à l'Antiquité débordent largement les usages savants. L'élitisme et les processus de domination, de manière générale, ont fait l'objet d'un travail critique important dans le champ académique comme dans le champ médiatique. Et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, du fait de la globalisation et d'une démocratisation inédite de l'objet antiquité, tout le monde et le monde entier peut s'en emparer. Les arts, la mode, le marketing sont fertiles en interprétations créatives, des appropriations, des détournements s'opèrent dans des aires culturelles éloignées du bassin méditerranéen, où jamais un grec ou un romain n'a posé le pied. Donc le retour aux études postcoloniales poursuit, formalise, enrichit cette mise à distance et ce travail critique mené sur le passé, le présent et l'avenir de ces disciplines. Donc la question se pose,
Étudier les réceptions de l'Antiquité classique dans les mondes postcoloniaux, est-ce que c'est une façon de formaliser et d'enrichir cette mise à distance, ou au contraire une façon d'enfermer le regard en le concentrant sur les rapports de force? Deux petites réflexions qui n'engagent que moi à partir de ces questionnements-là. Donc, est-ce qu'on peut penser que les rapports à l'antique, de par le monde, sont décolonisés, émancipés de l'histoire récente? Premièrement, est-ce que déclassiciser l'Antiquité, est-ce que c'est la haïr? Puisque ce thème de la haine de soi est quelque chose qui revient régulièrement. Tout d'abord, je poserai une idée fondamentale et bien entendu contestable si vous le souhaitez. C'est que l'Antiquité gréco-romaine n'est pas un modèle de civilisation, si l'on entend par modèle un exemple à suivre. Tout d'abord, parce qu'il n'y a pas à proprement parler d'antiquité uniforme et homogène, et encore moins d'antiquité gréco-romaine, vocable qui tient autant de la paresse de langage que de la simplification mentale. Il y a à la place des sociétés humaines en mutation et en relation sur plusieurs siècles, prises dans des circulations de population, des idées, des circulations d'idées et de pratiques très vastes. L'objet Antiquité classique est donc pour moi une construction, nous y reviendrons, et une construction dont les deux centres sont l'Athènes du 5e siècle et la Rome des premiers siècles avant et après Jésus-Christ. Athènes, Rome, des modèles de civilisation, vraiment. Il ne devrait rien y avoir de révolutionnaire à rappeler que l'une comme l'autre ont dû leur prospérité à l'asservissement d'une proportion considérable de la population, que les citoyennes athéniennes de haute naissance ne devaient sortir de chez elles qu'occasionnellement, à condition d'être accompagnées et voilées, que Rome a assis son hégémonie sur le bassin méditerranéen par des massacres, des pillages et en particulier la destruction de Carthage. Enseigner cela ne remet pas en cause l'intérêt que l'on peut porter à l'Antiquité, et si l'on étudiait que les sociétés unanimement admirables de l'histoire, les rayonnages des bibliothèques seraient bien plus légers. Chercher à restituer la complexité des relations et des influences entre les peuples anciens, en laissant de côté l'idée que les Grecs puis les Romains sont à l'origine de tout progrès civilisationnel, à mon avis, ce n'est pas céder la haine de soi, c'est simplement refuser d'être prisonnier de la lecture de sources unilatérales et souvent apologétiques. Insister pour retracer dans leurs nuances les rapports de domination et croiser les sources pour connaître autant que possible l'existence des sans-voix de l'histoire, c'est un simple enjeu de recherche scientifique. En fait, la recherche porte depuis des décennies un regard très large sur ces sociétés anciennes, en essayant de dépasser les biais d'une documentation qui est extrêmement partielle. Les sources les plus évidentes, c'est-à-dire les textes littéraires, demandent nécessairement à être complétées. À de très rares exceptions près, ceux qui ont été conservés sont écrits par des hommes, représentant généralement de la classe sénatoriale, d'une élite sociale, culturelle et politique qui s'exprime en latin ou en grec et qui s'intéresse majoritairement aux événements politiques et militaires. Comment peut-on nier que les regards qu'ils nous offrent sur leur monde soient partiaux ou tout du moins partiels? Et si le but de la science est d'atteindre à une connaissance plus complète et plus précise de son objet, tenter de restituer d'autres regards est un geste scientifique qui paraît sain et nécessaire. Marx disait « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes, ils doivent être représentés ». Les femmes, les esclaves, les artisans, les paysans, les Étrusques, les Numides, les Puniques, les Celtes, les Parthes, tous faisaient partie de ces mondes antiques et il serait certainement très idéologique d'en dénigrer l'étude. Et c'est en se mettant à l'écoute c'est en se mettant à leur écoute que l'on peut faire ressortir dans la diversité des sources des voix diverses, discordantes et parfois négligées. De la même manière, les résultats de la recherche font paraître bien naïve la vision des Grecs et des Romains comme la source d'une grande tradition dont nous sommes les héritiers, je cite Raphaël Dohan, comme si Athènes et Rome avaient inventé ex nihilo la philosophie, le droit, la culture du vin, voire la littérature. Il n'y a pas de miracle grec, on sait que Renan s'était trompé là-dessus, et en cela, tous ceux qui étudient les influences et les interpénétrations entre les cultures grecques, latines, sumériennes, hittites, perses, phéniciennes, égyptiennes ou autres ne sont pas de dangereux iconoclastes, ce sont simplement, à mon avis, des gens sérieux. En revanche,
réduire l'Antiquité à un canon classique et admirable, haïr tout ce qui sort de sa version blanche et lisse, cela est stérile et dangereux, et de toute façon, c'est dépassé. Ceux qui dénigrent en bloc les travaux nourris des études de genre ou des études postcoloniales agitent souvent le spectre de la gangrène ou de l'envahissement, hein, comme si désormais on ne pouvait plus parler que de ça. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les sujets de thèse en cours pour voir que ces perspectives sont loin de prendre toute la place dans les sciences de l'Antiquité. En revanche, il paraît justifié et légitime qu'elles y aient une place, hein, aux côtés de questionnements esthétiques, philologiques, philosophiques, historiques ou autres, sans que ceux qui s'y intéressent soient immédiatement étiquetés islamo-gauchistes ou éotons timorouménoi pour les plus cultivés, et que, comme pour tout domaine de recherche, les autres champs s'emparent de leurs résultats. Deuxième réflexion, il me semble que oui, l'Antiquité gréco-romaine est un mythe de fondation, et que c'est même très intéressant. Sommes-nous les héritiers de l'Antiquité? C'est une vraie question. Y a-t-il une continuité entre nous et les anciens? Ces questions ne sont pas si évidentes. Il faudrait d'abord réfléchir à ce que recouvre ce « nous ». Bon, il est sûr que s'il ne dépasse pas les limites du lectorat du Figaro, il y a fort à parier que bon nombre d'enseignants de lettres classiques, du secondaire et du supérieur, rendront leur tablier. Hein, cela nous renvoie d'une certaine manière au débat sur la nation. Définit-on les Occidentaux comme ceux qui seraient, par une quelconque filiation ethnique ou culturelle ininterrompue, les descendants des Grecs et des Romains? Dans ce cas, on exclut par principe de cette généalogie tous ceux dont l'histoire plonge ses racines loin de la Méditerranée. Et que fait-on de tous les Méditerranéens, Syriens, Égyptiens, Maghrébins, dont le territoire fut un temps, pas forcément moins long que celui de la France, une partie de l'Empire romain? C'est à mon avis un drôle d'universalisme. Ou bien souhaite-t-on fonder un nous sur le fondement de l'héritage classique? Que les citoyens français, quelle que soit leur origine, se définissent comme tels en se reconnaissant héritiers des anciens, par une sorte de résurgence du Volksgeist, une sorte de remake de nos ancêtres les Gaulois. Ce serait aussi un universalisme un peu autoritaire, hein, qui ne va pas sans rappeler la perversion colonialiste des idéaux humanistes et qui corrobore les accusations que les ennemis du wokisme semblent considérer comme oiseuses. Mais imaginons un instant que cette question du « nous » soit résolue, que l'on sache qui ce « nous » recouvre. Et examinons cette filiation. Il n'est sans doute pas nécessaire de s'attarder sur l'idée d'une filiation biologique, hein, et sur le pourcentage de chances que je sois une descendante directe de Démosthène. On objectera alors la filiation culturelle, et l'idée selon laquelle on n'a jamais cessé de transmettre, selon laquelle les institutions, la façon de penser, les concepts et les valeurs des Françaises et des Français plongent leurs racines dans le terreau gréco-latin, aux côtés, bien entendu, d'autres substrats culturels que l'on n'oubliera pas, on s'en souvient, dans la tribune, au premier rang desquels le judéo-christianisme et, pour être tout à fait honnête, une grande part de culture états-unienne. Bon, il y a là une question de perspective. Si on imagine l'occidentalité comme une rivière qui coulerait vers nous sans discontinuer en prenant sa source sur l'acropole et en accueillant divers affluents en cours de route, on va à l'encontre de toute réalité historique. Il faut bien avoir en tête que la transmission est tout sauf continue. Sans parler de la disparition quasi totale des témoins matériels, qui est évidente, les textes qui nous sont parvenus ont été majoritairement sélectionnés, à l'exclusion de bien d'autres, au IVe, Ve siècle, selon les jugements de valeur des hommes de cette époque. Certaines œuvres ont complètement cessé d'être lues avant d'être redécouvertes, dans la fin du Moyen-Âge ou plus tard encore, et par la suite, cette transmission a été le fait de lettrés et d'une élite extrêmement minoritaire finalement, avant d'être diffusée de plus en plus largement, de façon progressive à partir du XVIIe siècle. Donc oui, il y a toujours eu en Europe des lecteurs pour ancrer la pensée philosophique, littéraire et politique dans l'Antiquité. Et en ce sens, l'Occident plonge ses racines dans le monde grec et romain. Charlemagne portait le titre d'empereur des Romains, Machiavel a pensé à partir de Tite-Live, La Fontaine s'est inspiré d'Ésope, de Phèdre, d'Horace, les révolutionnaires ont souhaité que la nation française soit républicaine et démocratique,
Le 18 Brumaire a nommé Napoléon Bonaparte premier consul, et Emmanuel Macron voit dans les Français des Gaulois réfractaires. Mais cette appropriation est le fruit d'une attitude active, pas une succession naturelle. Chacun des acteurs de cette succession s'est emparé d'une parcelle de l'Antiquité selon ses préoccupations propres, et comme le montrent bien les études de réception, ces remplois, remplois au sens architectural du terme, nous apprennent plus sur ceux qui s'en emparent que sur les objets de leur prise. En cela, on peut dire, à mon sens, que l'Antiquité classique est un mythe de fondation de l'Occident, comme par exemple la Révolution française pour la France, parce qu'elle est une construction collective, polyphonique, sans cesse réinterprétée et revisitée, autour de laquelle une communauté se reconnaît. Parce que ce qu'on en a fait prime sur la réalité d'origine. Là où le bas blesse, c'est quand l'on considère ce puissant lien culturel non pas comme une relation tissée avec le passé au fil des conjonctures, mais comme la conséquence d'une spécificité de ce passé. L'idée qui sous-tend le discours est, j'y reviens, que les classiques grecs et latins ont défié le temps parce qu'ils avaient intrinsèquement une valeur supérieure à ce qu'ont produit d'autres cultures dans le temps ou dans l'espace, et qu'à ce titre, ils méritent respect et révérence. Or, voilà, cette vision des choses est extrêmement contestable. Certains textes ont été conservés parce qu'à une certaine époque, des gens les ont jugés plus estimables que d'autres, et c'était leur avis, mais dans le détail, on peut se demander si leurs choix seraient les nôtres aujourd'hui. Et il y a aussi une grande part de hasard. Pourquoi est-ce que nous n'avons rien conservé du grand poète Ennius, mais que nous pouvons lire les recettes de cuisine d'Apicius? N'y avait-il rien dans l'art perse que nous trouverions plus digne d'intérêt qu'un énième buste d'Auguste? Mais cette conservation a été rendue possible par la puissance politique et militaire de l'Empire romain. Ce n'est pas dénier toute valeur à Homère ou à Cicéron ou entrer dans un relativisme délétère que de rappeler cela. Mais plus grave qu'une simple erreur de perspective, cette idée me paraît extrêmement dangereuse, et on voit bien le problème si d'une part une communauté suppose une valeur supérieure à une culture, et d'autre part se considère comme l'héritière de cette culture précisément. Poser implicitement ou explicitement une telle supériorité, l'explication de la transmission de cet héritage gréco-latin, avec encore des guillemets, et en présenter les peuples occidentaux comme ses dépositaires, ouvre la voie à affirmer la supériorité de l'Occident sur le reste du monde, à moins que certains ne puissent se targuer d'un héritage équivalent. Et en conséquence, cela aboutit à légitimer violence et oppression, y compris sous couvert de missions civilisatrices. L'histoire nous l'a appris. Comment ne pas souhaiter donc que l'idée de cette supériorité des Grecs et des Latins, déconstruite depuis bien longtemps dans le champ académique, disparaisse de l'imaginaire collectif? Voilà, donc je conclurai rapidement pour laisser place à la discussion en disant que, voilà, moi il me semble que nos disciplines, en particulier les sciences de l'Antiquité, les lettres classiques, l'histoire ancienne, témoignent en réalité depuis plusieurs décennies d'une ouverture remarquable en la matière. Et finalement que même les discours les plus conservateurs s'appuient en réalité sur des considérations qui montrent que le décloisonnement et l'ouverture de nos objets et de la façon dont on les traite a déjà eu lieu. Hein, il n'est pas totalement abouti, il y a certainement encore des chantiers à explorer, mais nous sommes déjà dans cette mouvance, sans doute plus que les États-Unis. Alors, il reste bien entendu des efforts à faire, et notamment, on pourra discuter peut-être de l'inclusivité sociologique, hein. Mais la blanchité des lettres classiques est une réalité. C'est valable en réalité pour tout le champ universitaire des lettres et des sciences humaines. Donc, voilà, pour conclure, à mon avis, les ennemis réels des études classiques, hein, ce n'est pas une révélation, ce ne sont pas les woke, ce n'est pas finalement le renouvellement des approches qui est au contraire plutôt une façon de créer de nouveaux objets et d'assurer la pérennité de nos disciplines. C'est en réalité le climat de concurrence et les aspects financiers tout simplement auxquels nous sommes confrontés. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir discuter avec vous à partir de ces petites réflexions.